Suis-je un parent toxique pour mon enfant? Les 8 comportements à éviter. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous étiez un parent toxique? Si les comportements anormaux de votre enfant étaient de votre faute? Si vous lui apportiez tous les outils nécessaires à son bon développement pour qu'il devienne un adulte équilibré et qu'il démarre bien dans la vie? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous étiez un bon parent? Si c'est le cas, bienvenue, vous êtes dans la bonne vidéo. Je suis Anaïs, coach relationnel. J'aborde la relation à soi et aux autres par le prisme de la psychologie bouddhiste, des énergétiques et des sciences cognitivo-comportementales. Déjà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes un bon parent, je vous rassure tout de suite parce que vous vous posez les bonnes questions. Cette vidéo n'a pas pour but de culpabiliser qui que ce soit, je vous rassure, mais plutôt de rappeler quelques situations clés et comment les repérer. Comment ces situations se construisent et comment changer de cap, autant pour le bien de votre enfant que pour votre propre bien. Parce qu'on est tous d'accord sur un fait, c'est qu'on fait tous de notre mieux pour donner la meilleure éducation à nos enfants, leur apporter le plus de bien-être possible, leur apporter le plus d'amour possible. Mais malgré nous, on adopte certains comportements au quotidien qui sont délétères autant pour notre enfant que pour nous. Par pure réaction émotionnelle, par conditionnement, par habitude ou toute autre chose. Ici, on va se poser les bonnes questions, des questions constructives qui vont pouvoir améliorer votre relation avec votre enfant et vous permettre de poser un regard nouveau sur vos relations parents-enfants. Alors, gros disclaimer, ici je ne vais pas du tout aborder les relations parents-enfants toxiques qui sont citées par la loi et qui sont punissables par la loi, des comportements maltraitants avérés. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Ici, on va plutôt parler du comportement toxique, je dirais, ordinaire, banalisé, qu'on ne remarque pas dans le quotidien et qui n'est pas du tout fait sous l'impulsion d'une volonté pour faire du mal à notre enfant. Ni aux autres d'ailleurs. Ni à soi. Vous savez ce dont je parle, cette toxicité ordinaire, mais qui est sous le couvert de l'amour, de la bienveillance, du je veux le mieux pour toi, tous ces points qu'on va aborder durant la vidéo. Ce contenu se veut simple et abordable, donc bien évidemment, je ne vais pas aborder toutes les situations dans leur complexité, avec les contextes particuliers, et tout ce contexte qui est extrêmement important. Je le dis et je le rappellerai plusieurs fois dans la vidéo, le contexte dans lequel votre enfant et vous vous développez est extrêmement important pour expliquer les comportements de l'un et de l'autre. Donc, quand je vais aborder certains points sur le comportement des enfants, je vous en supplie, ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais réintégrez-le bien dans le contexte global, parce qu'on n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit, encore une fois, et pour pointer du doigt, que ce soit vous ou votre enfant, dans ses comportements. Si vous avez un doute sur votre posture, sur la posture de votre enfant ou son comportement, je vous invite à consulter un professionnel, un coach en famille ou un psychologue familial pour vous aider justement à déconstruire les croyances et à aller plus loin pour analyser vos comportements à vous, les comportements de votre enfant et les comportements de groupe qui peuvent exister dans une famille. Pour commencer, on va simplement définir qu'est-ce qu'un parent toxique. Parce qu'on entend beaucoup ce mot personne toxique, parent toxique, professionnel toxique, collaborateur toxique, toxique. Mais qu'est-ce que c'est un parent toxique? Eh bien, je suis navrée aux adeptes de l'autoflagellation, mais un parent toxique, ça n'existe pas. Un parent en tant que tel n'est pas toxique. Il peut avoir des mots toxiques, un comportement toxique, mais il n'est pas toxique intrinsèquement. Et ça, c'est une notion hyper importante à retenir. Vous ne pouvez pas être un parent toxique perpétuellement. Ou alors c'est que vous souffrez d'une maladie mentale ou autre, enfin ce sont des cas qu'on a dit qu'on n'abordait pas dans cette vidéo. Vous avez des comportements qui peuvent être toxiques pour vous, pour votre enfant et pour votre environnement. Et c'est ça qui est important de mettre en lumière dans votre comportement et important de comprendre. Et le fait qu'on ne soit pas intrinsèquement une personne toxique, mais qu'on ait un comportement toxique, ça change tout dans la dynamique en fait. Parce qu'on n'a pas à se culpabiliser, on n'est pas une mauvaise personne en fait. On a juste un comportement en réaction à quelque chose. 90% des comportements toxiques sont des choses complètement banales. On n'a pas du tout conscience d'être toxique pour son enfant dans ces moments-là. Bien au contraire, on a l'impression de faire tout ce qu'on peut pour l'aider, pour le soutenir, faire de notre mieux, parce qu'on sait, on connaît, nous, ce qu'il lui faut dans la vie. On sait ce qui est bon pour lui.
Du coup, on veut lui dire, mais moi je sais ce qui est bon pour toi, c'est ça, c'est ce chemin. Et on veut lui imposer des choses pour son bien, en fait. C'est pour son bien tout ça. Très souvent, on veut leur rendre service, les remettre sur le droit chemin, les renforcer, les aider, les soutenir, mais de façon très maladroite. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et oui, on veut faire notre mieux, et pourtant notre mieux n'est pas forcément le mieux de l'autre, et c'est particulièrement vrai chez les enfants. Quand on croit savoir ce qui est bon pour l'autre, ou comment l'autre devrait se comporter, et qu'on essaie de lui imposer notre vision des choses. Et cette notion d'imposition, elle est extrêmement importante. Du moment où on impose quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on est vraiment dans le juste? De quoi mon enfant a besoin pour devenir une personne épanouie? Il a besoin d'être entendu dans ses besoins, d'apprendre à gérer ses émotions, à communiquer de façon adéquate. Lui propose des façons saines et constructives de répondre à ses problèmes, à ses interrogations. Durant son enfance et son adolescence, il se construit des schémas comportementaux pour répondre aux difficultés qu'il rencontre et pour nourrir ses besoins fondamentaux. Le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement. Ces schémas comportementaux, dans un premier temps, il va les apprendre en vous copiant, en vous regardant, en vous observant. Comment est-ce que mes référents parentaux se comportent face à une difficulté, quand ils ont une montée de colère, quand ils se sentent pas bien, quand ils rencontrent des gens agressifs dans la rue, quand il y a un gros problème qui vient les plomber, comment est-ce qu'ils réagissent? Et ça, c'est le fondement réellement de leurs schémas comportementaux. C'est donc à mon sens super important en fait que vous vous rendiez compte de comment vous vous comportez, comment vous réagissez au quotidien. Je parle même pas de votre enfant là, de vous avec vous. Parce que même si vous en avez pas conscience, votre enfant, c'est l'œil de Moscou. Il vous regarde, il vous observe, il analyse tout ce que vous faites. Et il l'intègre. Il l'intègre dans sa carte mère, il l'intègre dans son ordinateur interne comme étant un guide de route. En d'autres termes, nourrissez vos propres besoins fondamentaux afin de permettre à votre enfant d'en faire de même. Car de vous à moi, on va pas se mentir, hein, on n'est pas des modèles de développement de soi et de cohérence et d'amour propre et de confiance en soi. On est de ces anciennes générations que je mets vraiment de côté par rapport à la génération actuelle qui, à mon sens, a un éveil incroyable que j'aurais tellement aimé avoir à leur âge. On est de ces générations encore extrêmement blessées, extrêmement soumises aux influences de leur famille, des traumas familiaux, de la société en règle générale. On nous a appris à accepter tout ça et à nous plier aux exigences et à tout ce qu'on pouvait nous montrer. On nous a appris à rester dans le cadre, à obéir, à être gentil, à rester assis, à faire ce qu'on attendait de nous. La génération actuelle, c'est tout autre chose. Et je vous invite à aider cette génération actuelle à être tout autre chose. Comme a dit Alexandre Astier dans un reportage récent, vos enfants, ils seront forcément mieux que vous, parce qu'ils sont la somme de ce que vous êtes et de ce qu'ils apportent en plus. Je sais pas s'il a dit exactement ces mots, mais en gros, ça voulait dire ça. Ils seront forcément mieux que vous, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et ça amène toute une réflexion derrière qu'on va aborder. Comment savoir si je suis toxique pour mon enfant? Le grand sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, vous n'êtes pas une personne toxique, vous pouvez avoir des comportements toxiques. Et ça peut se repérer autant dans vos propres comportements et dans vos propres pensées et émotions que chez votre enfant. Gros disclaimer, ce que je vais vous dire maintenant, faut pas le prendre au pied de la lettre encore une fois, c'est des réactions chez l'enfant qui peuvent être dues à une réponse à un mot qui peut être toxique pour lui ou à un comportement, mais ça peut aussi être dû à tout un tas d'autres choses. Là, on parle de l'enfant et de toute la période de l'adolescence également, donc c'est des périodes de construction, et durant la période de l'adolescence au sens large, l'enfant se construit, l'enfant a besoin de se détacher de ses parents et il peut adopter des comportements qui n'ont rien à voir avec vous en fait. Et dans certains des comportements que je vais citer là pour vous donner des repères, pour savoir si c'est un moment où il faut vous remettre en question ou pas, faut toujours remettre dans le contexte global.
Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous invite à vous faire accompagner parce que ça vous évitera d'aller trop vite en conclusion et des conclusions qui peuvent être néfastes pour vous et surtout non constructives. En fonction de l'âge, les signes seront plus ou moins exacerbés ou criants. Suite à une conversation, un échange ou une interaction avec votre enfant, si vous repérez ce type de comportement, c'est qu'il faut vous poser les bonnes questions et que vous avez peut-être eu un message toxique pour lui. Si l'enfant perd en confiance au lieu de repartir gonflé à bloc, s'il se replie et se referme sur lui, s'il adapte ses comportements et ses mots pour vous faire plaisir à vous et non plus à lui, s'il n'exprime plus ses émotions, s'il recherche désespérément votre validation, s'il ne nourrit plus vos conversations et préfère vous répondre oui oui, s'il préfère fuir votre présence et se réfugier dans sa chambre ou à l'extérieur. Encore une fois, je vous demande de remarquer ces comportements suite à un échange, une conversation ou une interaction avec votre enfant, et pas dans un contexte tout autre. Qu'on s'entende. Au-delà de ces signes qu'on peut remarquer chez l'enfant, je vous invite surtout et grandement à tourner votre regard vers ce que vous pouvez ressentir et penser dans ces moments-là. Vous vous sentez dépassé par la situation et tombé dans des accès de colère parce que vous ne trouvez aucune autre porte de sortie pour réagir. Vous avez la sensation que votre enfant agit contre vous et pour vous nuire. Vous ne prenez pas ou plus le temps de parler avec votre enfant de ses ressentis, de ce qu'il a fait de sa journée, de ses émotions, de sa météo intérieure. Vous avez lâché complètement l'éducation de votre enfant par désespoir de cause car vous vous sentez totalement dépassé. Vous êtes dans le contrôle permanent de votre environnement familial, vous voulez décider de tout pour votre enfant, que ça lui plaise ou non, sans possibilité de négociation. Vous avez peur en permanence et de façon exacerbée pour votre enfant. Alors vous l'empêchez d'expérimenter, de sortir, de rencontrer de nouveaux copains, vous l'empêchez de sortir de votre cadre sécuritaire. Les 8 types de comportements toxiques pour votre enfant. Je rappelle quand même que l'impact et le potentiel toxicité du message qu'on veut véhiculer dépend du contenu du message, évidemment, mais énormément de la manière dont on amène le message. Parfois, on a un message qui est tout à fait banal et qui pourrait s'entendre, mais la manière de l'amener va le rendre toxique pour l'enfant. Si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite à vous renseigner sur la communication non violente, ou CNV, qui est un outil incroyable pour son quotidien. Ça transforme vraiment les relations en profondeur. C'est un sujet passionnant qui pourrait transformer votre vie de façon globale. Bref, revenons à nos moutons. Premier comportement à bannir, juger sur l'apparence de son enfant. Tu es trop gros, tu es trop laid, tu es trop mince, il faudrait que tu coupes tes cheveux, tu es trop maquillée, ça te rend moche, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Par ce type de comportement, on envoie un message à l'enfant qui est « ce que tu es n'est pas suffisant. Ce que tu es ne convient pas à la société. Ce que tu es ne permet pas de recevoir de l'amour et de la reconnaissance. » 2. Critiquer ses actions et ses façons de se comporter. Tu fais pas assez bien, fais plutôt comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi est-ce que tu veux prendre ce chemin-là? Non, c'est pas bon pour toi, ça. Fais plutôt ça. Encore une fois, on lui renvoie le message que ce qu'il n'est pas suffisant et qu'il ne fait pas suffisamment bien pour recevoir la reconnaissance et l'amour qu'il désire tant. 3. Avoir des désirs égoïstes. Je sais que pour certains parents, c'est à l'enfant de revenir faire le pas vers soi. Non, non, mais attendez, il a dépassé les bornes là, c'est à lui de revenir vers moi. Il doit venir s'excuser en fait. Ou il doit venir réparer son erreur. Ou il doit venir je ne sais quoi. Mais je vous rappelle que vous êtes le parent. Votre enfant est en cours de construction. Il n'a pas l'élaboration mentale nécessaire, en tout cas pour les plus petits, pour pouvoir avoir la compréhension globale de la situation, pour peser les tenants et les aboutissants, les enjeux de cette situation, et revenir vers vous, vers un discours soutenu, structuré, et vous rassurez-vous. C'est quand même de vous à moi hyper naïf de croire que l'enfant peut gérer nos émotions, alors que nous-mêmes on en est incapable. Enfin on en est incapable. On sait les gérer en partie, mais il y a beaucoup de situations où on ne comprend même pas ce qu'on vit, où on a du mal à gérer ce qu'on vit. Imaginez votre enfant. C'est à vous, en tant que parent, d'initier le changement ou le mouvement ou l'action que vous voulez voir votre enfant entreprendre. Si vous voulez discuter avec votre enfant et qu'il s'excuse de l'action qu'il vient de mener parce qu'il a fait mal à son petit frère ou parce qu'il vous a blessé, parce qu'il vous a tapé, c'est à vous d'initier ce mouvement. Ce n'est pas lui en fait. C'est vous l'adulte pilier, c'est à vous d'amortir, tout en posant des limites bien sûr. 4. La culpabilisation ou le syndrome de l'enfant fardeau. Tu n'es pas à la hauteur de ce que j'ai imaginé pour toi. Tu n'es pas à la hauteur de l'enfant que j'ai fantasmé. Tu n'es pas à la hauteur des espoirs que je fondais en toi. Mon Dieu.
Je crois que c'est un des pires comportements qu'on puisse avoir avec un enfant. Parce que il va le traîner ça toute sa vie. En croyant que son existence est là pour venir combler un manque chez son parent, parce qu'un enfant veut toujours faire plaisir à son parent, veut toujours le combler et lui apporter quelque part ce qu'il n'a pas reçu. Un enfant, c'est très subtil, ça ressent énormément les émotions et ça capte très très vite tous les trous qu'on a à l'intérieur, nous, en tant qu'adultes. Et ça se donne pour mission de les combler. Donc si vous posez ce genre d'injonction, ce genre de mots à votre enfant, il risque de passer à côté de sa vie pour vous faire plaisir. Et ça, c'est vraiment dramatique. 5. Comparaison dévalorisante avec les frères et sœurs ou avec les amis ou les rencontres. Oh my God, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est horrible. C'est horrible parce que, encore une fois, l'enfant se sent insuffisant, ils se sont toujours comparés et il va se comparer toute sa vie, du coup. Encore une fois, il construit ses schémas comportementaux à partir de son vécu d'enfant et de ce qu'il vit au travers vous. Si vous le comparez à ses frères et sœurs ou à d'autres gamins que vous connaissez ou que vous rencontrez, vous flinguez son estime de soi. Puis vous l'amenez à ressentir du ressentiment, de la jalousie ou de la colère pour ces autres enfants-là. Parce qu'à cause d'eux, il reçoit cette remarque de vous. Donc ça peut créer des relations dysfonctionnelles entre frères et sœurs, et ça c'est vraiment dommage. Une forme de rivalité, et parfois des ressentis encore plus extrêmes sous le poids de l'injustice et de l'humiliation ressentie. 6. Les critiques absolues. Non mais, c'est pas fait pour toi en fait, cherche pas. Non mais ce métier-là, c'est pas un métier d'avenir, hein. Enfin, il faut vraiment que tu trouves autre chose. Tu réussiras jamais dans ce que tu entreprends, si tu continues comme ça. Waouh. Je crois qu'on a tous entendu ces phrases au moins un jour dans notre vie, de la part de parents ou de proches, et on peut tous s'accorder pour dire que ça nous a jamais aidé à évoluer dans le bon sens. Au mieux, ça nous a poussé à relever le défi, mais tout le monde n'a pas le type de caractère pour prendre ça comme ça. Au pire, c'est venu planter la graine du jamais et toujours. Je ne pourrai jamais réussir, je ne pourrai jamais faire ça. Je serai toujours pas assez. Je serai toujours médiocre ou autre. 7. La menace d'abandon. Alors celle-ci, je pense qu'on l'a toutes vécue dans un supermarché quand on était petit. Ah ouais, bah si tu restes là, vous savez les enfants qui se roulent par terre, là, qui font des caprices, tout ça, ou sans se rouler par terre, mais bref, vous voyez où je veux en venir. Si tu continues, bah moi je m'en vais, je te laisse là. Alors ça paraît une phrase complètement anodine. Dit une fois comme ça, je suis pas sûre que ça ait un grand impact, et encore, ça dépend de la sensibilité de l'enfant. Mais si c'est à répétition, ça vient nourrir, alors je pense l'exemple, mais il y en a beaucoup d'autres bien évidemment, ce qu'il faut retenir c'est que ça vient nourrir le fait que si je ne réponds pas à la demande de la personne qui est censée m'aimer, elle va m'abandonner, elle va me laisser. On est d'accord pour dire que c'est un message qu'on ne veut pas transmettre. Et le grand numéro 8, le dernier, les promesses non tenues. S'il vous plaît, parents, je vous en supplie, arrêtez de faire des promesses que vous ne tenez pas. Ça ruine la confiance qui s'est construite entre vous et votre enfant. Ça ruine le fondement même de votre relation. Et puis ces fameuses promesses chantage aussi, là. Vous savez, moi, si tu fais ça, je t'emmènerai au parc. Si tu es gentil... Déjà, qu'est-ce que c'est gentil? Mais passons, c'est pas le sujet de la vidéo. Si tu es gentil, t'auras des bonbons, ou voilà, on reste simpliste dans les exemples. Alors quand c'est tenu, pourquoi pas? Et encore, ça peut, quand c'est sous la forme de chantage, ça peut être remis en question. Faire des promesses qu'on ne tient pas de façon générale, c'est destructeur pour le lien de confiance qu'il y a entre l'enfant et nous. Parce qu'on est censé être le parent de référence. On est censé être le pilier, le phare dans la nuit, celui à qui il se réfère quand il a un problème ou quand il a besoin de soutien, d'amour, de reconnaissance. Si la personne de référence le trahit, parce que c'est comme ça que ce sera vécu, comme une trahison, mais en qui ce gamin il peut avoir confiance? En qui? Et puis, encore une fois, tout ce qu'il observe, il vient l'intégrer dans son schéma de comportement. Donc ça peut l'amener à différents types de comportements. Une action ne mène pas à un comportement, on est bien d'accord, on est bien plus complexe que ça. Ça peut l'inviter par la suite dans ses relations d'adolescents et d'adultes à ne plus faire confiance aux gens, à se méfier, et pourquoi pas à reproduire le schéma en faisant des promesses qu'il ne tient pas. Alors je sais, ça peut avoir un aspect culpabilisant, vous pouvez vous dire « Oh mon Dieu, mais en fait je peux plus rien dire à mon enfant parce que je risque de le bousiller ».
C'est pas du tout le message que je veux faire passer, je pense que vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo. Mon but, c'est de vous amener à avoir conscience de ce que vous dites, à avoir conscience de vos mots, à avoir conscience de l'impact que vous pouvez avoir sur votre enfant et sur le long terme, une action ponctuelle et répétée, ou ponctuelle et très forte, ou répétée moins forte. Alors si c'est fort, je vous raconte même pas. Ça va venir nourrir, planter une graine dans votre enfant et l'arroser tout au long de sa jeune vie. C'est ce qui va faire l'engrais de ce qu'il sera plus tard. Alors non, je ne vous dis pas de plus rien dire à votre enfant, mais d'avoir conscience de ce qui se passe et pourquoi pas de revenir dessus après avec lui. Lui demander ce qu'il en a compris, ce qu'il a ressenti quand vous avez dit ça. Avoir conscience de ces 8 comportements toxiques, ça nous amène à poser notre focus sur les 8 points de vigilance à avoir. En grand 1, gardez l'esprit ouvert quant aux besoins relatifs de votre enfant. Souvent, ils savent bien mieux que nous ce qui est bon pour eux. Faites preuve d'humilité. Grand 2, lâchez vos projections quant à ce que vous auriez voulu et fantasmé sur ce que votre enfant soit ou fasse. Plus vous tenterez de lui imposer une voie et plus il voudra aller dans l'autre sens. Et s'il s'oblige à suivre la voie que vous lui avez imposée ou très fortement soumise, il le fera pour vous faire plaisir certainement, pour nourrir ses besoins fondamentaux dont on a parlé au début de cette vidéo. Mais dans quelques années, peut-être à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, tout ce qu'il aura fait avant pour vous faire plaisir, ça va lui retomber sur la tronche et il va faire une énorme crise identitaire. Qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça peut bousiller tout ce qu'il aura construit avant, jusqu'à ce moment-là. Sa famille, son boulot, tout ce qu'il aura mis des années à construire, ça peut tout foutre en l'air. Donc au lieu d'aller dans ces extrêmes, autant lui laisser l'opportunité de se construire, de construire son identité dès le plus jeune âge, pour qu'il puisse ensuite préserver les fondations de ce qu'il aura construit. Ouvrez la conversation avec votre enfant et intéressez-vous à ses émotions, son ressenti et sa perception. C'est dans le partage et l'échange qu'on construit des relations justes et équilibrées, non dans l'imposition et le rejet, pour justifier que nous, parents, nous détenons la vérité. Cette notion de vérité détenue par les parents, c'est un calvaire, entendez-le. Faites preuve d'humilité et admettez qu'en tant que parent, on apprend la vie en même temps que son enfant. Les enfants sont des professeurs incroyables. Évitez de réagir par pulsion émotionnelle dans la seconde. Rappelez-vous que votre enfant n'agit pas contre vous. Il agit simplement pour se protéger. Protéger une blessure, une émotion fébrile, quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler, dont il a conscience ou non. Pour les enfants en bas âge plus particulièrement, ce sont des êtres purement émotionnels. Ils n'ont pas la capacité d'élaborer de la pensée pour venir comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. Comme je disais au début de la vidéo, les tenants et les aboutissants de la situation. Et ils sont purement et simplement dans l'émotion. Et c'est pour ça que ça peut partir dans des pleurs extrêmes ou dans des cris de joie extrêmes d'une seconde à l'autre. Quant aux adolescents, ils sont tellement submergés par tous les changements qui viennent dans leur vie, que ce soit sur le plan physiologique, hormonal, que ce soit dans le cadre de la société, dans le domaine familial aussi, il faut retrouver sa place. On n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte, on est un être en devenir et ça peut être pour certains enfants, pour certains adolescents, quelque chose d'extrêmement compliqué. En tant qu'adulte, on se doit de les accompagner dans ce changement, aussi compliqué que ça puisse être pour nous également, hein, qu'on s'entende, parce qu'ils font simplement ce qu'ils peuvent pour se dépatouiller de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne font pas les choses contre vous, même s'ils vous le disent parfois, mais c'est plus par esprit de provocation que ce qu'ils ressentent réellement à l'intérieur. Ils font les choses pour se défaire de la souffrance et pour accéder à la forme de bonheur qu'ils imaginent, qu'ils fantasment ou qu'ils souhaiteraient. Gardez tout ça à l'esprit, ça vous permet de ne pas réagir instantanément dans la seconde à ce qui se passe avec votre enfant, mais de vous rendre compte que vous allez réagir et hop, avoir ce petit sursaut et vous prendre quelques secondes. Parfois, c'est quelques millisecondes qui paraissent des minutes dans le cerveau. Prendre ce petit temps de recul pour vous dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Qu'est-ce que mon enfant, mon adolescent essaye de me dire? Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il réagit comme ça? Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Qu'est-ce qu'il peut penser pour réagir de cette façon-là »
Les enfants et les adolescents sont dans une quête de création de leur propre identité. Et pour ça, ils ont besoin, à un moment donné de leur développement, d'aller contre vous, d'aller contre les règles que vous avez imposées, d'aller contre le cadre. Mais c'est tout à fait normal. Il y en a pour qui ça se passe de façon assez fluide, d'autres de façon un peu plus violente, voire très violente. Ça, c'est des questions de caractère et d'autres choses dans le contexte dont je ne parlerai pas ici. Mais ça fait partie du comportement naturel de l'enfant. Et je pense qu'il est important de le redire en fait. Ne culpabilisez pas vos enfants, ne vous culpabilisez pas vous, s'ils sont dans le rejet, s'ils sont dans la confrontation. C'est tout à fait normal. Un enfant, un adolescent a besoin de ça pour se construire. On a besoin de casser, de déconstruire ce qui nous a construit jusqu'à présent et qui était en dehors de nous, pour pouvoir apprendre à se connaître et reconstruire, remodeler la personne que l'on veut être. Et ça ne se fait pas en une fois. On parle souvent de la crise d'adolescence, mais ce n'est qu'une partie de cette construction. Ça se fait depuis l'enfance. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez certainement des enfants et vous voyez toutes ces étapes de construction. Le non, vers 2 ans à peu près, là environ, quand l'enfant dit non à tout, mais ça fait partie de cette construction-là. Il dit non pour pouvoir observer, parce qu'il prend conscience qu'il a un pouvoir sur son environnement et il veut exercer ce pouvoir et voir quelles en sont les conséquences pour pouvoir se construire au travers ça. Il y a plein de petites étapes au travers de la vie de l'enfant et de l'adolescent qui vont l'amener à se construire en tant que personne, en tant qu'individu à part entière avec des valeurs et des principes. Donc encore une fois, prenez le temps du recul lorsque vous avez ces confrontations avec vos enfants, en vous disant que c'est une étape normale de leur construction, que ce n'est pas contre vous, et que c'est vous, l'adulte des références, qui êtes là pour les guider au travers de ce chantier naval qu'est la construction de leur identité. Ce qui m'amène au point suivant, ayez conscience que vous êtes l'adulte, que vous êtes la référence, le référent, le cadre rassurant qui vient contenir toutes ces explosions et qui vient soutenir l'évolution de vos enfants. Initiez les changements que vous souhaitez dans vos relations avec vos enfants. N'attendez pas que ça vienne d'eux. C'est à vous, en tant qu'adulte construit, de guider votre enfant vers des relations plus saines et plus constructives. Car eux, ils n'ont pas ni l'énergie, ni la compréhension, ni les ressources pour pouvoir faire tous les liens et tous les cheminements que vous faites en tant qu'adulte. Vous avez l'expérience, vous avez les outils, ou en tout cas vous savez où les trouver. Vos enfants, eux, ils se construisent et ils découvrent la vie. Vous allez me dire, oui, non mais Anaïs, on se construit toute notre vie. Je suis tout à fait d'accord. En tant qu'adulte, on poursuit notre construction. Mais en tant que parent, on a ce rôle de superviseur. Et quelque part, dans les niveaux de la vie, on est bien plus avancé qu'eux. Et c'est tout à fait logique, et vous serez d'accord avec moi, que ce soit celui qui est le plus avancé sur le chemin qui guide celui qui est encore au début du chemin, et pas l'inverse. Pour eux, c'est très inconfortable. Pour vous, ça peut l'être. Et quand c'est inconfortable, c'est là que vous intervenez. Par l'exemple sur votre propre personne et dans vos relations personnelles, montrez-leur comment gérer leurs émotions, comment réagir en cas de conflit, comment communiquer de manière adéquate, comment se mettre à la place de l'autre, faire preuve d'empathie avant de réagir pour pouvoir agir en conscience. Montrez-leur comment faire preuve de bienveillance avec les gens en tout temps, que les gens ne sont pas là pour nous faire souffrir, comme on le croit souvent, mais réagissent, eux, à leur propre souffrance et agissent contre nous pour se protéger de blessures qui viennent être animées, qui viennent être réveillées et qui sont très inconfortables à vivre. Ça, ce sont des choses que vous pouvez leur transmettre par votre façon d'être et de faire au quotidien, par les toutes petites actions comme par les grosses. Montrez-leur que vous n'êtes pas parfait, que vous avez des failles, c'est extrêmement important. On peut être un adulte équilibré et on est un adulte équilibré en ayant des failles, en ayant des faiblesses, en étant imparfait. Arrêtons de faire croire aux jeunes et à nos enfants que pour être acceptable, pour être aimé, il faut être parfait. C'est pas du tout leur rendre service et c'est même leur rendre la vie encore plus compliquée. Montrez-leur que vous n'êtes pas parfait, mais que vous faites de votre mieux tous les jours pour faire de mal à personne et pour vous découvrir. Et que vous-même, à un moment donné, si vous craquez, vous prenez le temps de revenir sur la situation pour vous questionner, pour questionner
les personnes avec qui vous avez eu une mésentente ou que sais-je. Vous revenez sur la situation pour comprendre, poser des mots et demander pardon le cas échéant si vous avez blessé quelqu'un. Faites de votre mieux en vous remettant en question dans votre qualité de parent. Posez la question à votre enfant. Est-ce que tu te sens en sécurité avec moi? Est-ce que tu te sens libre de t'exprimer? De quoi est-ce que tu aurais besoin pour te sentir mieux dans notre relation? Et encore de multiples autres questions que vous pouvez construire et imaginer à votre guise. Je sais que c'est pas facile de poser ces questions parce que ça demande une énorme remise en question, ça demande de recevoir la critique. Et on sait que chez les enfants, la critique peut être très cinglante, cinglante, mais empreint de vérité. Mais je vous invite vraiment à faire l'effort en conscience de vous exposer, d'être fragile, de montrer cette fragilité à votre enfant. Et en faisant ça, vous allez ouvrir dans votre relation un espace de sécurité, un espace où l'enfant va se sentir entendu, va se sentir reconnu, il va ressentir, il va comprendre que vous prenez en considération son opinion, ses pensées, ses émotions, vous prenez en considération son être. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais réfléchissez-y. Si en tant qu'enfant, vous avez donné cette opportunité, comment est-ce que vous vous seriez senti? Qu'est-ce que ça aurait changé pour vous dans votre vie? Et enfin, acceptez de ne pas détenir la vérité. Et laissez votre enfant tenter, explorer, faire ses expériences. C'est ça qui construit une personne. Ce sont les expériences, ce sont les tentatives, ce sont les échecs. Pour apprendre à marcher, il est tombé combien de fois? C'est tout à fait normal. En tant que parent, on veut leur éviter de souffrir, on veut leur éviter de se faire mal. Mais c'est pas en leur évitant de vivre tout ça qu'on les aide. C'est en leur apprenant à y réagir de façon constructive, à se poser des questions, à prendre un point de vue extérieur, à observer la situation, à en tirer les meilleures choses et les bénéfices et pas se figer, se focaliser sur les points négatifs, douloureux ou inconfortables. La vie est faite de souffrance, ça on va pas la réinventer sous toute forme que ce soit. Et ce serait franchement être dans le déni que de dire le contraire. Apprenons-leur à danser sous la pluie, au lieu de recevoir la pluie comme une pluie d'acide contre eux et où ils se placeraient en tant que victimes. Parce que tant qu'on se place en tant que victime, on ne peut pas changer la dynamique qui sous-tend ses relations et sa vie dans son sens global. Tant qu'on a une posture de victime, on n'est pas responsable. Et tant qu'on n'est pas responsable, on ne peut pas agir pour changer les choses. Apprenons-leur à être responsables, responsables de leurs émotions, responsables de leurs actions, des conséquences qu'elles ont, de prendre leur part de responsabilité dans la relation qu'ils ont avec les autres. Et tout ça, ça se co-construit, ça se co-construit avec vous, parents, si vous acceptez de ne pas détenir la vérité. On a chacun notre vérité de par notre construction, de par notre perception, notre vécu. Et c'est pareil pour votre enfant. C'est pareil pour votre enfant. Votre enfant est un adulte en devenir. Et vous, vous êtes un enfant dans un corps d'adulte qui devient adulte perpétuellement. Mais ce serait se leurrer que de se dire qu'on n'est plus des enfants. On a toujours cette part d'enfant en nous qui est là et qui a été englobée, grandie, potentialisée ou pas par toute la sphère adulte. On va dire ça comme ça. Finalement, vous n'êtes pas si différent de cet enfant. Sauf que vous, il y a tout un tas de croyances et de constructions, de pensées, d'émotions et de comportements qui sont venus englober, qui sont venus formater cet enfant que vous étiez. Acceptez que votre enfant détient autant la vérité que vous et permettez-lui de l'exprimer, de la partager avec vous. Et des échanges constructifs, des échanges d'opinions. Évidemment, je ne vous dis pas de tout laisser faire à votre enfant, ce serait complètement irresponsable de ma part. Mais le tout, c'est de trouver la justesse entre le cadre sécuritaire que vous proposez et son besoin d'explorer, de connaître le monde, de se forger sa propre personnalité. Quoi qu'il en soit, si vous êtes encore devant cette vidéo, c'est que vous êtes un bon parent. Vous pouvez avoir certains comportements qui peuvent être toxiques, mais globalement, vous êtes un bon parent parce que vous vous remettez en question, que vous êtes allé chercher l'outil qui pourrait vous aider à comprendre, prendre un autre point de vue pour avoir une posture plus juste envers votre enfant. Et ça, c'est génial. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach en famille comme moi ou par un psychologue familial pour pouvoir avancer sur ce cheminement, pour pouvoir prendre votre cap individuel, parce que je peux faire une vidéo globale, mais je pourrais jamais être aussi juste que si je parle avec vous et que vous m'expliquez votre situation,
vos relations avec vos enfants, votre famille, votre entourage, avec tout le contexte et toute l'histoire de vie qui est avec. Là, j'ai fait des grandes généralités qui peuvent s'adapter à tous, mais il y a plein de subtilités à adapter au cas par cas. En étant sur cette vidéo, vous posez le terreau qui est le fondement du changement. Si vous essayez par vous-même de changer les choses dans votre relation avec vos enfants, déjà super, c'est un grand pas. Mais un petit warning, votre mental essaiera toujours de vous maintenir dans vos croyances, dans votre comportement déjà en place, dans vos réflexes, dans vos schémas comportementaux et émotionnels actuels. Tout seul, ça peut être difficile à gérer, de pouvoir voir le vrai du faux, ce qui est bénéfique ou ce qui est moins pour vous, pouvoir dissocier ce qui est de l'interprétation et des schémas que vous avez intégrés ou ce qui est factuel et objectif. Chaque individu a une part de responsabilité dans la relation qu'il entretient avec l'autre, que ce soit avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, vos parents, vos amis, votre entourage, quoi. Si vous en avez marre des conflits, de la rupture, de la guerre froide, il est temps de vous remettre en question dans la profondeur et de poser les premières pierres des fondations des relations que vous voulez avoir dans votre vie. Et n'ayez pas peur de rêver en grand. C'est ce que je fais dans mon accompagnement. J'aide les gens à renouer des liens avec leur famille, avec leur entourage. Que ce soit les enfants, les conjoints, les parents, que sais-je. Je vous aide à comprendre tout ce qui se passe en vous, tous ces schémas comportementaux qui ont innés ou intégrés, ces schémas de pensée, ces schémas émotionnels. Je vous aide à faire des liens, à prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui se joue en vous en termes d'enjeux. Je vous aide à voir de façon plus objective ce qui se passe dans vos relations pour pouvoir, et ça c'est le point essentiel, mettre un changement en place dans votre vie, poser des actions semaine après semaine pour voir le changement s'intégrer dans votre vie, dans vos relations, votre communication, la gestion de vos émotions. Et de par votre changement individuel, je vous aide à induire un changement chez l'autre. Parce que l'autre est notre miroir. Et quand nous changeons de comportement, fondamentalement, des petits ou des gros, on vient induire un changement dans le comportement de l'autre. Et ça, ne me croyez pas, expérimentez-le, vous verrez, c'est magique. Si vous voulez changer la qualité de vos relations avec votre entourage, si vous voulez renouer des liens, retrouver des relations saines et de qualité, je vous invite à prendre contact avec moi pour qu'on puisse en discuter et voir ce qu'on peut mettre en place pour vous aider. Vous, je ne suis pas en train de vous vendre une énième, parce que oui, je fais ma pub quand même. Je ne suis pas en train de vous vendre un énième accompagnement de coaching de groupe où on n'entre pas en profondeur dans votre problème. Moi, je fais de l'accompagnement individuel où je prends le temps avec vous pendant plusieurs mois, toutes les semaines. On travaille en profondeur, on vient creuser, on vient soulever. Il n'y a pas de tabou, on vient brasser la vase pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour mettre des choses concrètes en place dans votre quotidien, pour instaurer un changement profond et dans la durée. Parce que c'est dans l'action que le changement se fait, pas dans la réflexion, même si les deux sont complémentaires quand même. Si vous êtes motivé à instaurer ce changement dans votre vie, à retrouver cette qualité relationnelle avec vos proches, renouer des liens, je vous invite à aller sur mon site abaccompagnement.com pour prendre rendez-vous et qu'on puisse en discuter ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout rassuré et je vous dis à très vite.